Donc nous avons deux volets ce soir. Le premier volet s'agira de voir l'impact économique d'attaques terroristes. Alors nous restons dans le cadre de l'actualité puisque dimanche un attentat perfide a eu lieu contre l'église de Saint-Paul, à côté de la cathédrale Saint-Marc à Basseya au Caire, qui a fait plus de 25 morts. Un attentat tragique qui a endeuillé toute l'Égypte. Notre invité est investisseur spécialisé dans le domaine de l'import-export. Il s'appelle Ihsan Mokhtar. Ihsan, ahlan bik man. Ihsan, vous êtes le bienvenu. Ihsan Muharram. Ihsan Muharram, vous êtes le bienvenu. Donc, Monsieur Ihsan, avant d'évoquer notre thème principal, nous avons déjà évoqué l'inauguration des projets représentés par l'inauguration des unités de logement à Safaga et dans d'autres parties dans la République et des projets routiers liant les différents gouvernorats en Égypte, même l'axe routier régional. Nous voulons évoquer, vous voulez que vous faites un commentaire sur ces projets. Concernant ces projets commencent actuellement et à long terme. À long terme, vous allez voir que ces routes sont considérées comme des nouvelles artères pour le monde égyptien parce que chaque jour, il y a d'embouteillages. On a besoin des projets, de l'infrastructure, des projets routiers qui feront faire la liaison. Vous voyez l'entassement, l'embouteillage qui se trouve dans le gouvernorat du Caire et dans les autres gouvernorats. Nous devons penser à l'avenir de nos enfants. Alors, ces routes signifient que vous allez fournir des offres d'emploi aux nouvelles générations, c'est-à-dire cela signifie qu'il y aura des fermes qui vont être créées, donc il y aura un élargissement, l'étendue de la vie. Nous avons la route désertique car Alexandrie, 250 km à peu près. Alors nous pouvons dire que de tels projets, nous avons imaginé, comme vous avez déjà dit, que les investissements seront colossaux. Donc qu'est-ce qui nous manque pour que ces investissements deviennent efficaces? Il y avait une partie de ce thème était spectaculaire. Il n'y avait plus d'intérêt particulier à ce thème. Mais quand on a créé l'autoroute Caire-Alexandrie, est-ce que ce sont des fermes, des restaurants ou des magasins ou des bâtiments? Donc la nouvelle pensée est selon laquelle nous devons rattraper le progrès universel. Nous devons avoir une planification urbaine pour tout le projet. Faites attention, monsieur, l'autoroute Caire-Alexandrie en été est plein d'embouteillages, c'est-à-dire il y a des problèmes du trafic parce que personne n'a pensé au fait que le nombre de véhicules passant par heure serait 60 000 véhicules en été par heure. Vous allez trouver qu'il y avait un accident à côté droite et par suite aura des impacts négatifs sur le côté gauche. Donc, vous devez oublier les fautes commises au passé parce qu'il n'y avait plus de planification urbaine et scientifique selon laquelle il y aura une étendue de la fluidité du trafic dans ces zones. Donc, on attend voir les résultats de ce projet à long terme. Et on va passer maintenant au deuxième thème, à savoir l'impact des actes terroristes sur l'économie en général. Comme vous savez, le terrorisme frappe n'importe quel pays, que ce soit l'Égypte, la France, l'Europe, les États-Unis. Donc, le terrorisme est devenu un phénomène international. Donc, quand les actes terroristes ont eu lieu au sein de l'Église, quel était l'impact de cet acte terroriste sur l'économie égyptienne et sur la bourse? Et je crois que la bourse a diminué ce jour. Donc, les actes terroristes, j'ai voyagé partout dans les différents pays au monde. Les actes terroristes, spécialement en Égypte, donc, les impacts de ces actes terroristes sont négatifs parce que je ne peux pas parler de la théorie de la complicité externe, mais j'ai vu selon mes voyages que cet événement ou cet acte terroriste peut avoir lieu à New York, à Washington et par suite la vie continue normalement, mais de tels actes terroristes affectent négativement le tourisme en Égypte. Je pense à une chose très importante, à savoir nous devons avoir une pensée ouverte,
C'est-à-dire, quels que soient les actes terroristes qui se passent, la vie doit continuer et le mouvement du tourisme doit continuer. Alors, à la suite d'un choc douloureux, à cette occasion, je voudrais présenter mes condoléances à mes frères coptes. De fond de mon cœur, je veux leur dire que toutes vos victimes sont nos victimes. Je souffre et à travers une pensée humanitaire, je suis musulmane, sunnite et je vous aime. Donc, l'histoire de l'Égypte n'avait jamais connu la violence et le conflit entre les musulmans et les chrétiens jusqu'à une période récente. Il y a une coexistence et c'est l'origine de notre religion comme les origines de n'importe quelle religion. Alors, je considère les Coptes en Égypte comme une partie intégrante de l'histoire égyptienne. Et quand l'islam est venu en Égypte, alors les musulmans sont venus en Égypte. Et je voudrais leur communiquer mon idée. Donc, vous devez me considérer comme des invités. Vous êtes les origines de l'Égypte, mais ce qui se passe est hors de notre volonté. C'est un bon message que vous adressez aux chrétiens. Donc, et on va parler de l'un des citoyens qui était fâcheux et qui voyait que des chrétiens voulaient quitter le pays. Donc, c'est votre pays. Donc, on va retourner à notre thème. L'Égypte est affectée fortement des actes terroristes. Alors, quelle est l'idée principale? Je suis venu à cette émission pour vous expliquer cette idée. Je dis que j'étais à la place Tahrir quelques jours après cet événement et j'ai vu le musée égyptien. Je trouvais qu'il y a un nombre minime de touristes qui fréquentent le musée égyptien. Le musée égyptien considéré comme une pensée culturelle, mais il est considéré comme une source de revenus et de devises rares étrangères. Je vais vous avancer une proposition, à savoir le musée égyptien et le grand musée à El Ahram doivent avoir une sorte d'extension dans les grands pays. Comme quoi, cette idée, comme le Metropolitan Museum, il y a un temple et il y a une extension de la section égyptienne et ils ont pris du nom le temple de Dandara et ils ont fait ce qui est similaire au petit musée. Donc, on doit penser avec eux. Nous pouvons conclure un protocole avec eux, c'est-à-dire dans les grandes capitales comme New York, Los Angeles et la Chine, Tokyo, à Pékin, dans le musée de Pékin, dans le musée de Tokyo. Nous pouvons conclure un accord avec de tels musées pour consacrer une petite section aux antiquités égyptiennes avec de revenus égyptiens. Et comme ils ont profité du temple de Dandara, pourquoi on ne profite pas de telles idées? Et permettez-moi de vous poser la question suivante. Les images qu'on trouve maintenant sur l'écran, on voit des projets, une usine, des maisons pour les jeunes, tous ces projets inaugurés par le président. Donc, c'est une terre fertile pour de tels projets. Je voudrais comprendre pourquoi vous voyez l'axe routier qui a été inauguré. Donc, pourquoi il y a un impact de terrorisme est considérable. Donc, le terrorisme est un phénomène international et le terrorisme frappe tous les pays. Donc, comme je vous ai déjà dit, quand je suis partie à l'étranger, je vous dis toujours, et j'entends toujours, les étrangers disent toujours, El Ahram et le Sphinx, les pyramides. Donc, dans le cycle secondaire, les étudiants ont appris l'histoire pharaonique. Alors, je leur ai déjà dit, pourquoi vous ne partez pas en Égypte pour voir de telles antiquités? Alors, ils me répondent, malheureusement, il y a des actes terroristes qui se passent en Égypte. Nous avons peur de partir en Égypte. Donc, pour cette raison, nous pouvons transférer ces antiquités dans leur musée et dans leur pays pour être visités par les habitants de New York, de Tokyo et au Japon. De cette façon, on va faire une propagande de nos antiquités et il y a les antiquités originales au musée d'El Tahrir. Si je vais suivre votre idée, mais cette idée sera coûteuse, ce sont eux qui vont assumer les frais de cette idée. Alors, ils souhaitent qu'une partie de l'histoire égyptienne sera chez eux.
On a besoin, à cause de plusieurs raisons, de transférer des antiquités. Donc, mais s'ils ont de telles idées, ils demandent de telles questions. Alors, je propose cette idée parce que quand j'ai vu le temple de Dandara dans l'extension du musée de Metropolium, j'ai trouvé que tous ceux qui fréquentent le musée sont attirés par ces antiquités. Ce temple, c'est un musée très petit, mais de ce temple, ils obtiennent des revenus considérables. Alors, je voudrais vous poser une question. Si, par exemple, quand on parle de la sécurité ici en Égypte, est-ce que vous croyez que l'État sécuritaire ne permet pas l'investissement en Égypte? Cela est permis, mais conformément à mon expérience, le mass média externe exagère les événements qui se passent en Égypte. S'il y a un petit événement qui se passe en Égypte, les mass médias externes exagèrent. Donc depuis 2 ans et demi, il y avait un Américain de couleur blanc, donc un Américain, et il a tué à peu près 26 enfants et il a tué sa mère à la fin. Cet événement a eu à peu près 24 heures ou 48 heures et il a été déjà couvert par les mass médias. Ensuite, la vie est devenue normale, mais en Égypte, toujours, on se focalise sur les actes terroristes. On n'a plus de faute. Toute chose est claire dans le pays, mais pour eux, malheureusement, les mass médias occidentaux sont orientés pour nous. Donc, il y a une partie d'eux qui essaye de faire chuter notre pays. Alors, comme vous disiez, il y a des actes terroristes et il y a une exagération de la présentation de ces événements, mais je n'ai pas trouvé qu'une chaîne française parle au cours d'une heure des événements égyptiens. Les chaînes françaises peuvent faire des commentaires des mauvais commentaires sur la guerre ethnique, mais en tant qu'exagération de thèmes, comme vous avez déjà dit, je n'ai pas vu de telles situations ou de telles positions. Laissez-moi vous poser la question suivante. Si vous êtes un investisseur et vous avez déjà décidé d'investir dans ce pays et vous savez que vous aurez des rentabilités dans ce pays, mais vous avez déjà entendu que la situation sécuritaire n'est plus stable. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire de tels investissements ou pas? Et qu'est-ce qui va vous encourager ou pas à faire de tels investissements? Je préfère toujours l'investisseur égyptien. Pourquoi? L'investisseur égyptien a un sentiment de patriotisme. Alors, quand il veut être enterré, il va être enterré en Égypte. Et j'ai la nationalité américaine, mais quand je vais mourir, alors je vais être enterré dans mon pays parce que je considère ce pays. Et la boue de Delta a une odeur. Il y a quelque chose admirable dans ce pays en dépit de tous les problèmes. Parce que tous les Égyptiens sont des bonnes personnes et des bons hommes. Donc, il y a des bons hommes qui se trouvent dans le pays, qui construisent le pays et qui aiment le pays. Est-ce que ces gens sont aptes à accepter des investissements internationaux? C'est-à-dire, nous pouvons investir dans le pays et l'homme d'affaires, que ce soit local ou occidental ou étranger, c'est très bien la rentabilité de son affaire. Je vais vous citer une petite expérience. Le gouvernorat de Sohag, sans exagération, inclut des hommes d'affaires et des commerçants de haute qualité que l'Égypte n'a connus depuis 10 ans. Si on va leur fournir l'opportunité nécessaire, ils vont trouver les solutions nécessaires aux problèmes et ils ont la capacité à travailler ensemble. Donc, ils travaillent dans le domaine de la construction, dans les grandes entreprises d'entrepreneuriat. Il y a les commerçants, l'entrepreneuriat de Sohag dans le domaine du tissu, de la peinture, dans le domaine des légumes, dans les marchés, dans les différents types de marchés. Donc, ils travaillent dans les différents domaines, ils traitent le problème essentiel de la société égyptienne. Je souhaite que ces personnes m'entendent. Si on va les apprendre l'art de la gestion, dans ce cas, on n'aura pas besoin d'investisseurs étrangers. Ils travaillent dans tous les domaines et avec honnêteté, ils travaillent 24 heures sur 24 heures.
Alors, c'est clair que vous encouragez l'investisseur local et national. Pourquoi? Quelle est l'idée principale? Comment vous pouvez... nous sommes dans l'ère de la globalisation. Comment nous pouvons interdire les investisseurs étrangers d'investir en Égypte? Je vais vous dire. Alors, l'investisseur étranger affronte un problème. Quand il entend qu'il y a des actes terroristes, ou si il y a une autre personne lui a contacté en lui disant que votre vie est en danger, alors il va transformer les livres égyptiens en dollars et il va quitter le pays. De cette façon, il y aura une sorte de récession économique. Mais l'investisseur national dit toujours « Je suis originaire de ce pays et ma famille est de l'Égypte ». Donc, les hommes d'affaires et les commerçants de Sohag sont de haute qualité. Donc, pour conclure avec vous, vous voyez que le gouvernement encourage par ces lois et favorise par les lois d'investissement l'investisseur égyptien. Mais laissez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Tous les projets sont créés pour l'investissement et pour l'environnement. Alors, je voudrais vous dire un point. Je suis optimiste. Ce pays sera bien. Et je suis optimiste. Et je voudrais dire aux Égyptiens que le projet du barrage de la Renaissance n'aura aucun impact sur nous. L'eau du Nil va être acheminée vers l'Égypte. Au cours de la dernière période, je me concentre et j'analyse la situation et je vois que les sages en Éthiopie ont déjà dit que le peuple égyptien vit toute sa vie ou compte sur l'eau. Et nous ne pouvons plus les priver de l'eau. Donc, je dis au peuple égyptien qu'il y a certaines choses et d'un bon travail qui a eu lieu et qui aura des impacts positifs sur les Égyptiens. Et Dieu sait très bien ce que je dis. Alors, la question du barrage de la Renaissance n'aura aucun impact négatif et tout va bien. Pourquoi on parle du barrage de la Renaissance? Je vous parle maintenant des lois et des amendements et des réformes constitutionnelles. Est-ce que tout cela favorise l'investisseur? Et que vous avez raison, je suis avec vous, je suis d'accord avec vous que l'investisseur étranger a peur pour ses devises. Est-ce que le gouvernement est-ce que les autorités et les responsables de l'investissement encouragent les jeunes à investir en Égypte? Non. Dans ce cas, il y a une sorte de vide ou un espace entre les responsables de l'investissement et les jeunes qui sont considérés comme des investisseurs réels. Il y a un écart entre les deux. Nous devons combler le fossé entre les deux parties. En tant que responsable, je dois rencontrer les jeunes d'El Bahira, les jeunes de Ouesna, les jeunes de Tanta, etc., de tous les gouvernorats de Sohag, etc. Je dois rencontrer ces jeunes qui sont considérés comme les classes moyennes. L'Égypte est dotée d'un élément des jeunes qui est considéré comme un élément de puissance très important. Mais malheureusement, il y a un écart entre nous et les jeunes. Donc, nous devons une sorte de liaison et de relation étroite entre les deux. Alors, un résumé, s'il vous plaît. En résumé, nous avons bloqué la voie de l'immigration à cause de l'événement d'El Bahira. Donc, nous devons encourager l'immigration légale et l'Amérique du Sud est un bon climat et un climat adéquat pour encourager les jeunes à émigrer légalement en Amérique du Sud. Nous devons les encourager pour investir en Égypte comme ce qui se passe dans n'importe quel pays. Les jeunes doivent investir dans notre pays. Donc, en tout cas, malheureusement, M. Ihsan, le temps presse et M. Ihsan Moharram. Je m'excuse, M. Ihsan Moharram. Je vous remercie infiniment. Notre invité Ihsan Moharram, ça y est, je l'ai bien dit cette fois-ci, investisseur spécialisé dans le domaine de l'import-export. Je vous parle d'un commentaire en Syrie. Un nouvel accord a été trouvé pour permettre l'évacuation des rebelles à Alep. Un récit signé Yara Choucha. Tout de suite, on remercie Hoda Ismail pour la traduction.